Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour interviewer Sylvain. Sylvain que vous pouvez voir régulièrement dans notre actual play Traveler Secret of the Ancients. Bonjour Sylvain, comment ça va? Eh bien, bonjour Ételion, ça va très bien. Toi-même? Eh ben ça va bien, merci. Un petit peu fatigué en cette fin de journée, mais ça va très bien. Donc pour la petite mise en contexte, Sylvain, c'est un joueur avec qui je joue depuis, eh bien quelques années maintenant. Je sais plus exactement combien de temps, mais ça fait au moins 3 ans, je dirais. Heu, Déjà? ouais, Oh quelque mon chose Dieu, comme ça. Lex le temps Occultum, ça passe vite. devait être 2020 peut-être? Il me semble que c'était avant la covid, mais écoute, j'ai ma mémoire me Je fait me défaut. souviens pas. On salue Éc Nathalie qui nous a présenté. Oui, effectivement, salut, très fort Nathalie. Mais oui, ça devait être 2019-2020 dans ces eaux-là. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps, de mémoire d'homme et depuis, c'est vrai que, tu es joueur régulièrement dans mes parties et on joue beaucoup ensemble. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, en plus de que tu viennes présenter, certaines choses, de ton parcours holistique, c'était justement de le comprendre, mais c'était ma vision. Je voulais comparer ma vision de Français à ta vision de Québécois sur le jeu de rôle, sur les origines, en fait. Donc tout, comment tu as découvert le jeu de rôle, surtout que bon, tu as découvert le jeu de rôle aussi avant internet et donc je trouvais que c'était intéressant qu'on discute de ta découverte du jeu de rôle et de comment se passait le jeu de rôle avant l'ère, Facebook, groupe de jeux de rôle, trouver des joueurs facilement en ligne et cetera et je voulais voir un petit peu si, eh bien, c'était vraiment très différent de ce que moi j'ai pu connaître en France et ce que tu as certainement d'autres rôlistes qui nous regarderont ont pu connaître, en France. Donc, voilà pour la petite intro. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ton parcours holistique, comment tout a commencé et cetera? Ben, comme plusieurs, en fait, avant le jeu de rôle, je dirais ma première introduction a été davantage les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si ça avait ce titre-là en Oui. France, là, mais donc les game books. Fait que ça a vraiment été la première chose, ça. Les premiers que j'ai lus, je sais pas, je devais avoir peut-être 7 8 ans. Donc vraiment là, la série fantastique, là, puis la quête du Graal, Loup solitaire, ce genre de choses-là. Donc j'ai commencé avec ça. Évidemment, il n'y a pas vraiment de roleplay, donc c'est une lecture de roman pour les quelques-uns de nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment. Donc c'est un roman interactif, si on veut, là, dans lequel on fait des choix, on bifurque d'un paragraphe à l'autre. Donc plutôt que de lire de la page 1 à la dernière page, eh bien, on saute d'un paragraphe au début à la fin. Et puis à travers ça, ben, il y a quelques statistiques pour faire quelques combats là, à travers le livre. Donc ça a été ma première approche. Le premier vrai jeu de rôle, je dirais, en fait, c'était pas Donjon Dragon, contrairement à ce que bien pourrait penser, mais c'était vraiment enfin, un jeu maison inventé par un ami de mon frère qui nous avait fait jouer à ça un week-end chez mon cousin. Donc, règles complètement inventées. On avait juste des dés de 6. Fait qu'on a chapardé les dés dans différents jeux de société comme le Monopoly. Et puis, tiens, Ectelion, tu seras fier de moi parce que, ben, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la fâcheuse réputation de tout le temps jouer des humains dans les parties avec Un joueur Ectelion. très Puis, classique. écoute, j'ai joué un dragon dans cette première partie-là. Mmh. Ouais. Donc, mais ça a été la première fois où j'ai, dans le fond, joué à un jeu qui était pas restreint. Donc, ça a été ma découverte un peu de la liberté comme totale. Puis, je passais mon temps, je me souviens, tu sais, de dire, ben, est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça marche? Puis lui qui me disait, ben, vas-y, fais-le. Je dis, ben, OK, je fais ça. Puis là, ben, tu sais, d'apprendre un peu. Aujourd'hui, après tant d'années, ça nous apparaît normal, ceux qui jouent depuis longtemps. Mais cette liberté un peu folle qu'accorde le jeu de rôle, qu'on retrouve nulle part ailleurs, même les jeux vidéo de type jeu de rôle, tu restes encarcané quand même. Même Baldur's Gate 3, qui est super comme jeu dernièrement, ça reste qu'il y a un scénario, puis tu restes là. Tu peux pas dire, ben moi, tant pis la quête, je m'en vais ailleurs, tandis que dans un vrai jeu de rôle, tu peux. Bon, évidemment, on coopère avec le DM, mais quand même, vous comprenez. Donc, ça a été ma première expérience, en fait, comme ça. Puis à l'époque, écoute, j'avais quoi? J'avais peut-être 13 ans. C'est très lointain, je ne suis plus certain. Donc, quelque part, peut-être entre Ouais. 12 et 14 ans. La mort de Jésus-Christ à peu près, quelque chose comme ça? Oui, effectivement. Là, donc, la barbe me donne un air plus vieux que je ne le suis. Mais on est Mais où là? On est dans les années 80?
Non, à peu quand près. même. On est davantage au début des années 90. Début des années 90, d'accord, OK. C'est Oui, juste pour histoire de situer un petit peu, ouais, l'action, voilà. effectivement. Et pour ne pas le dire, j'ai 45 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'était mon premier contact, mais on a joué une seule fois. Alors, moi, de cette expérience-là, parce qu'on n'a jamais rejoué, puis à l'époque, ben, c'était le Moyen Âge, avant la venue des temps modernes et de l'ère Internet. Le Donc, temps je barbare. connaissais pas personne qui jouait à des jeux de rôle. Donc, je suis resté un peu sur ma faim, puis je m'ennuyais de cette espèce c'est ça, de liberté de jeu de rôle. Et puis, je me souviens, j'étais dans les scouts, donc dans les éclaireurs. Et puis, avec les copains, on avait une sortie là, dans un chalet ou je sais plus quoi. Et puis, la météo était vraiment moche. Donc, on était un peu pris à l'intérieur parce qu'il pleuvait assez haut. Et puis, on avait un dé, je me souviens plus pourquoi, mais on avait un dé de 6 qui traînait dans nos trucs. Euh, et puis, je me suis improvisé maître de jeu pour faire OK. jouer mes copains éclaireurs, mais sur une base plus que flou parce que j'avais aucune expérience d'être maître, j'avais aucune expérience de véritable système de jeu. Tout ce que j'avais connu, c'était la partie, l'unique partie avec cet ami-là de mon frère. Mais on a été comme ça, puis c'était purement imaginatif. Le dé servait davantage, tu sais, puis c'était genre, bon, ben, 1, 2, 3, ça marche pas, puis 4, 5, 6, ça réussit, là. Donc, on y allait comme ça. Puis l'idée, c'était plus de se faire aller l'imaginaire, puis une bande de jeunes là, de 14 ans environ, là, quand j'avais les scouts, peut-être. Ouais, à peu près. Puis, donc, ça a été mes débuts, dans le fond. Fait que je l'ai appris très ad lib, très par moi-même, dans une espèce de vide de règles officielles. Ça explique certaines choses, mais je tiens à préciser quand même pour les besoins de la vidéo que même si je connais Sylvain depuis très longtemps, je ne crois pas qu'on ait jamais discuté de ça Non? et en fait, tout ce qu'il va vous raconter aujourd'hui, normalement, je suis comme vous, je ne connais pas. OK, donc vraiment ça, je m'y attendais pas forcément. OK, Eh, je suis plus que surpris. je suis plein de OK, surprises. Donc, en fait, puis là, ben, on a répété ça parce qu'il y a un des scouts, là, dans le fond, qui était mon ami à l'école. Puis, on a comme continué un peu, puis à la blague, euh, je- probablement qu'on avait entendu parler de Donjons et Dragons ou quoi que ce soit, mais il me semble que c'est flou dans mon esprit, mais on appelait ça Donjon Sylvain. Donc, Sylvain, OK. mais bref, puis on avait comme continué un peu à jouer à la cafétéria sur l'heure du dîner à l'école secondaire. Euh, et c'est là que, dans le fond, parce que, comme tu l'as dit, on n'avait pas de groupe Facebook pour trouver des joueurs, on ne pouvait pas aller sur des sites spécialisés là-dessus. Donc, c'était davantage du bouche à oreille pour essayer de trouver des joueurs. Et ce qui est important de noter, en fait, c'est que je suis probablement pas le seul dans cette situation-là, mais à l'époque, jouer à des jeux de rôle, on s'en cachait. Oui. C'était pas trop public. On passait pour des nerds abrutis. C'était très mal connu, très mal vu pour plusieurs. Il y avait eu cette espèce de frénésie, mais plus dans les années 80, là, quand même, là, anti-Donjon Dragon, là, que le Satanique panique, quoi. diable. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y avait une espèce de restant de ça, comme quoi, je sais pas trop pourquoi, mais bref, c'était mal vu. Donc, on n'affichait pas nécessairement très haut et fort, mais bref, on jouait dans la cafétéria. Puis, étant donné qu'on n'avait pas vraiment de personnage ou quoi que ce soit, puis tout ce qu'on avait, c'était un dé de 6, ben, ça paraissait pas trop trop. Donc, mais il y a quand même deux personnes qui font maintenant partie de mes meilleurs amis. On a conservé un très bon lien d'amitié à travers le temps. Donc, Patrick et John, bonjour. Qui, eux, jouaient à Donjons et Dragons, qui nous ont aperçus et qui ont fini comme par m'approcher en disant hey, à quoi vous jouez comme ça? Puis là, je me souviens, il m'avait montré le livre du joueur. C'était Advanced Second Edition, donc de Donjons et Dragons. Puis il m'avait montré le livre du joueur, mais moi, je connaissais pas ça, les jeux de rôle. Je savais pas que ça existait vraiment, un système de jeu de rôle. Donc, je pensais que c'était une forme de livre dont vous êtes l'héros. Puis là, ben, si je me souviens bien, c'était John, un des deux, qui m'avait dit ben, si tu veux essayer, ben voilà, viens. Puis on habitait à 2 coins de rue, un de l'autre. Alors, j'ai été introduit à l'univers de Donjon Dragon par eux, qui étaient deux frères, en fait, là, donc Patrick et John. Et c'est donc comme ça que j'ai été introduit à la véritable version de Donjons et Dragons. OK, donc techniquement, directement secondaire, maître de jeu
on va dire malgré toi, parce que tu savais qu'il fallait avoir ce rôle-là, mais que tu avais personne de référence. Et ensuite réintroduit comme joueur par ton ami. Ok, c'est intéressant. Et donc à l'époque, c'était ADD 2, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ce qui est important à mentionner, en fait, c'est que au début, ce n'étaient pas mes amis, donc on ne se connaissait pas du tout, les deux frères et moi. Eux m'ont approché parce qu'ils nous voyaient jouer à ce qu'ils pensaient peut-être être Donjon. Moi, j'ai été intrigué par, quand je dis, ah, c'est un livre dans tous les héros, puis il a dit, non, 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 c'est pas ça du tout. Puis là, je vais, oh, ben, c'est quelque chose de peut-être intéressant. Donc, et c'est en commençant à jouer ensemble à Donjons et Dragons qu'on est devenus amis. Puis ça perdure depuis ce temps-là. Ok, bah, c'est une belle histoire ça. Et est-ce que tu te souviens de tes premières parties? J'ai envie de dire ta première partie, mais j'ai envie un peu que tu me dises si tu te souviens la partie où tu étais dragon et l'autre partie. Oui, ma toute première, quand j'avais joué un dragon, en fait, on était un groupe pas mal hétéroclite, là. Moi, je jouais un dragon, il y en a un qui jouait un farfadet. Euh, je me souviens pas des autres. Je me souviens particulièrement du farfadet parce qu'il y avait eu une histoire un peu triste autour de ça dans un combat. On s'était comme un peu liés d'amitié, les deux personnages. Et puis, le maître nous avait donné comme une certaine caractéristique individuelle autour de laquelle il fallait comme un peu broder le personnage. Et puis la mienne, c'était que j'étais un dragon, mais que je souhaitais désespérément avoir une paire de sandales à ma taille. Et quand je l'expliquais aux autres joueurs, en se rencontrant, en se présentant, ben là, tout le monde se foutait de ma gueule. Ils disaient, ben là, un dragon, t'as pas besoin de sandales. Ah, raison. Sauf le farfadet. De mémoire, le farfadet, lui, avait comme accepté, il m'avait accueilli tel que je l'étais. Donc, je m'étais lié, puis je m'étais comme attaché à ce farfadet-là. Puis, il est décédé, malheureusement, dans, je pense, le premier combat. Euh, et puis, il y avait toute une histoire là, qu'on avait fait. C'était comme un combat dans un terrain désertique. Et puis, j'avais pris le temps de l'enterrer. Puis là, le maître de jeu m'a décrit qu'il y avait une petite fleur qui avait poussé à l'endroit. Puis, donc, il y avait tout un beau truc imaginatif, là, je trouve, autour de Ouais. ça. Mais l'histoire, dans le fond, était justement que chacun, on devait essayer de réaliser notre rêve, dont moi était de me trouver une paire de sandales à ma taille, ce que j'ai pas réussi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de jouer On assez a une longtemps. partie, ouais. Ouais, c'est ça. Mais le reste est un peu trop flou, là, à ma mémoire, pour le Ok, reste là, de l'histoire. ok, Tandis ok. que à Donjons et Dragons, là, je m'en souviens davantage. J'avais joué un elfe, tiens, hein, même pas un humain Voyons. pour la petite histoire. À quel moment c'est parti en vrille dans ton histoire? Écoute, je suis accroché. Écoute, je peux déjà, je peux te vendre le punch tout de suite. C'est à partir, si je ne m'abuse, de 3.5, de l'édition Ok. 3.5 ou 3 en fait, parce que les humains avaient des Un don avantages supplémentaire, ouais. franchement intéressants, dont un feat. Ouais. Mais bref, si on revient à la deuxième, donc j'avais joué un elfe barde. euh, et puis, il y avait toute une composante qu'on avait dans cette partie-là, dans cette campagne-là, parce que ça a duré quand même un petit bout, où on s'était établi une base d'opération. Donc, il y avait non seulement du adventuring, comme on le connaît, à tuer des monstres, se promener dans les donjons, mais il y avait un bout là, de relation avec les villageois autour. On avait repris une espèce de vieux château en débris là, qu'on avait commencé à retaper. Puis on s'était rendu quand même assez élevé dans les niveaux. Là, pour la deuxième, c'était presque un record. Donc quand même, on a pu explorer l'entièreté des capacités. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la deuxième de Donjon, c'était beaucoup plus mortel que les éditions récentes. Donc, par exemple, quand tu commences niveau 1, Ouais. c'est une merde. Tu peux vraiment rien faire. Donc, mais bref, on s'amusait bien. Puis, on était seulement trois, dans le fond, deux joueurs, puis le maître. Donc, cette partie-là a duré vraiment longtemps. Puis, je m'étais quand même pas mal attaché à ce personnage-là, mais ça m'a fait découvrir, dans le fond, le roleplay encarcané, le mot est fort, mais quand même, là, dans un système de règles. Tandis que mes expériences passées étaient complètement farfelues, sans règles à Ok. part un d 6. Donc là, c'était d'apprendre un peu la mécanique, de dire, ah, OK, ça, on peut pas. Voilà, telle classe permet telle chose, tel sort permet telle chose. Puis c'est peut-être là que j'ai pris goût, parce que, pour les auditeurs, encore une fois,
Je suis pas complètement un min-maxer, mais j'y prends plaisir. Donc, C'est un optimisateur qui ne pousse pas trop loin non plus. Voilà. exactement. Donc, mais c'est ça. Mais je pense que c'est là que j'ai appris le fait de dire, OK, on peut mélanger le volet farfelu du roleplay, de la liberté complète, mais quand même essayer d'optimiser les règles que le jeu nous donne pour essayer d'obtenir le plus de facilité possible à faire le volet roleplay le fun. Donc, c'est un peu comme ça que je le voyais. Ok. Et puis, oui, vas-y avec tes questions. Ouais, j'avais. En fait, il y a plusieurs questions qui me viennent. Il faut que je les note au fur et à mesure. J'en ai déjà oublié 3 sur 5. Mais je voulais savoir, avec le recul, est-ce que tu trouves que tu étais déjà un joueur très roleplay ou est-ce que, avec ça, peut-être que tes souvenirs ont été un petit peu embellis ou quoi que ce soit, mais est-ce que pour l'époque, ça se résumait à Porte-Monstre Trésor ou il y avait quand même déjà du gros roleplay, de l'interprétation de son Il y personnage? avait les deux. On avait vraiment les deux. Oui, il y avait du porte-pièce, on tue le monstre puis on ramasse du trésor. Ouais. Mais je dirais, en dehors des donjons, là, on tombait vraiment très roleplay. Le bout dont je parlais, les relations avec les villageois, les choses comme ça. Parce que bon, on s'établissait justement là, comme le but était de devenir un peu les seigneurs du coin, là, parce qu'on a repris une ruine, on la retapait. Donc, il fallait essayer de quand même pas s'attirer les foudres de l'armée, ce qu'on n'a pas trop réussi d'ailleurs. Mais bref. Fait que oui, il y avait vraiment les deux composantes. Puis notre maître était peut-être un peu moins roleplay, plus baston. Mais quand même, il embarquait très bien là, dans notre volonté, les joueurs, d'explorer un peu plus le volet en dehors des donjons. Ok, d'accord. Et je reviens un petit peu en arrière sur tes parties improvisées en tant que DM, tes premières expériences. Au niveau de la construction des histoires, est-ce que tu te souviens de comment tu faisais alors que tu n'avais jamais lu un livre de jeu de rôle, jamais lu un livre de conseils sur construire un scénario? Quelles étaient tes inspirations? Ben, il Films, y avait quand même les livres dont vous êtes les héros, que j'avais ouais, déjà lus. Donc, puis j'avais aussi lu des romans. Donc, je suis quand même un bon lecteur. J'ai et vu des commencé films aussi? Ben oui, oui, effectivement, plusieurs films. Un des films, je dirais, qui m'a le plus inspiré vers le type de scénario, mais complètement hors combat, c'est Le Nom de la Rose, Ah oui, avec Sean d'accord. Connery. Donc, ça m'avait marqué comme film. Encore aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années que je ne l'ai pas vu, mais c'est quelque chose. Ça fait un sacré bout que je l'ai pas vu celui-là, oui. Mais vraiment, le volet plus enquête, l'espèce de. Tu sais, le fait d'être dans un lieu relativement sombre, là, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas le film ou le roman d'ailleurs de Umberto Eco, c'est un monastère où il y a des morts suspectes, puis là, ben, il y a un moine qui vient d'ailleurs, dans le fond, là, qui est plus un genre de moine errant, qui essaie de résoudre ça. Fait que c'est un peu. Ça sort du scénario typique héroïque, et je pense que c'est là, en fait, que j'ai pris mon goût pour ce qui est un peu plus du dark fantasy. Personnellement, je suis plus du genre, entre autres, Ravenloft, dans les différents settings là, qui existent pour Donjons et Dragons, que la très haute voltige là, de héros qui ne peuvent pas être arrêtés, là. Donc, Ok. je pense que c'est un peu là-dessus, là, vraiment, pas le glauque, là, le mot est fort, mais Ouais, dans ouais, ce genre-là. Donc, c'est le ce genre gothic fantasy. d'inspiration-là. Donc, livres dont vous dites les héros, les films, puis les romans, là, un peu. J'ai lu le Seigneur des Anneaux, j'avais 15 ans, donc ça m'a beaucoup apporté quand même. Là, ça apportait de l'eau au moulin pour tout ça. Puis là, ben, quand j'ai commencé un peu plus, là, quand je me suis mis le bras dans le tordeur des véritables jeux de rôle, appelons ça comme ça, ben là, ça l'a juste encore plus donné envie. Puis là, j'étais à l'époque où j'apprenais l'anglais, comme tout le monde à l'école, en fait. Euh, mais je voulais vraiment aller plus loin parce que la plupart du matériel était en anglais. En fait, ça existait en français, T'anticipes mes mais, questions, c'est bien. ah, mais c'est ça. Puis ça révèle un peu à l'époque, bon, on parlait un peu anglais, mais on n'était pas parfaitement bilingue, loin de là. Donc, on avait les livres de mes amis étaient en français, mais quand j'ai commencé à vouloir dire, ben, peut-être que moi aussi je pourrais m'en acheter, puis là, ben, plus on avançait dans la deuxième édition aussi, il y a eu tout
comment ça s'appelait? Skills and Options, je pense. Là, il y a eu une espèce de deuxième avancé c'est la 0.5. 2.5, c'est la 2.5, ouais. Ouais. Donc, il y a eu tout ça. Fait que là, j'ai commencé à vouloir un peu contribuer au niveau du matériel, puis m'acheter ça. Mais en français, ça coûtait le double du prix à cause des traductions. Donc là, j'ai voulu pousser. Parallèlement aussi, je jouais à des jeux vidéo. Puis je voulais comprendre ce qui était écrit dans l'écran. Donc, j'ai commencé à lire toute la série des Dragonlance, mais en anglais. Donc, c'est beaucoup ça qui a contribué à faire avancer mon bilinguisme. Donc, c'est Donjon Dragon qui non seulement m'a apporté des amis, mais m'a aidé à devenir encore plus bilingue. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Il y a plusieurs questions auxquelles je pense. Déjà, au niveau de la presse, est-ce que tu as eu un contact avec la presse rôliste? Est-ce qu'elle se rendait jusqu'à vous? Est-ce que vous aviez des magazines? Il y avait le Dragon Magazine Ouais. qui existait, que j'ai découvert quand même pas mal plus tard. En fait, moi, j'ai découvert le Dragon Magazine quand la troisième est sortie. Donc à ce moment-là, il était évidemment en anglais. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, de la presse spécialisée par rapport à ça, moi, j'ai pas vraiment été exposé à ça. OK. Donc ce que nous, on avait en France comme les Cassius Belli, et cetera, ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas du tout, Si ça au arrivait Canada. ici, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler. J'ai aucun de mes amis qui jouaient avec moi à l'époque qui m'ont parlé de ça. OK, d'accord. Et tu parlais justement, des prix, des jeux et cetera. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, qu'on rétablisse un petit peu le portrait. À l'époque, pour acheter du jeu de rôle, ça a Oui. été quoi ton réflexe? Où est-ce que tu allais? En fait, il y avait la boutique, je ne sais pas si elle existe encore d'ailleurs, il y avait la boutique Le Donjon, qui était en dessous de la bibliothèque Gabriel Leroy, à Québec, OK. comme dans le sous-sol. Mais c'était intimidant, aller là. Parce que oui, il y avait du matériel de jeu de rôle, mais il y avait surtout du Games Workshop. Donc, il y avait beaucoup Warhammer Fantasy Battle, qui était fort à l'époque. Et puis, c'était souvent les habitués de la place qui étaient là, puis qui allaient peinturer des figurines, puis qui jouaient à Warhammer. Euh, Puis, on ne se sentait pas nécessairement les bienvenus. Donc, on allait peu, mais bon, on allait là, par exemple, c'est là que j'ai acheté mes dés. Mon premier set de dés avec d'autres choses que des dés de 6. Donc, ça a été la place où on a longtemps magasiné. Euh, Puis, jusqu'au jour où, par pur hasard, en sortant du Labbé à Place Laurier, à l'époque, avec ma mère, j'avais vu l'imaginaire. Juste le nom m'avait comme frappé par l'imaginaire. Je me disais, ah, c'est quoi ça? Je vais aller voir. C'était tout petit, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui, l'imaginaire. Puis c'était, pour ceux qui connaissent un peu le centre d'achat, donc en sortant de l'autre côté de là où l'imaginaire a longtemps été. Là. Donc c'était tout petit, l'étage en dessous. Puis il y avait peut-être là, ça de large de livres de Donjons Dragons seulement. Parmi, puis de l'imaginaire, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui sont en Europe, là, Ouais, ce que j'allais ça expliquer, ouais. vend tout un autre paquet de choses, là, donc des cartes, entre autres, Magic, quand Magic a fini par sortir, mais beaucoup aussi les pièces de monnaie, les timbres, les choses comme ça. Ouais, c'est Donc, si vous voulez du comics, c'est vraiment ouais, la place qui vend toutes ces choses-là, les jeux de plateau et beaucoup de jeux de rôle et aujourd'hui, ils ont beaucoup, beaucoup de boutiques quand même au Canada, là. Ils ont ouais, 6 effectivement. boutiques, je crois, il y en a 6e qui vient d'ouvrir. Donc c'est quand même je crois que c'est la plus grosse, en tout cas au Canada, c'est la plus grosse enseigne que je connais moi, je crois. Je ne serais pas surpris. Je ne pourrais pas l'affirmer là, hors de tout doute, mais je le crois. Donc c'était tout petit, puis la section jeux de rôle était vraiment minuscule. Puis c'est là que j'ai commencé à davantage acheter des choses. J'en ai parlé à mes amis avec qui je jouais, puis on s'est mis à aller là. Puis je me souviens, le propriétaire de l'Imaginaire à l'époque était venu nous voir pour dire les jeux de rôle, vous aimez ça? Est-ce que vous seriez intéressé peut-être à avoir plus de stock? Puis là, on avait dit, ben ouais, voir si on allait dire non. Donc, donc puis c'est un peu comme ça que ça s'est mis à grossir. Et puis, ben, notre gang de 3 joueurs, en fait, avait grossi entre-temps parce que, encore une fois, bouche à oreille, toujours au secondaire, donc avant l'arrivée d'Internet. Puis vers 94, je pense, ou 80, ouais, 94 ou 93, là, dans ces eaux-là, il y a un des joueurs avec qui je joue encore aujourd'hui, Eric, bonjour Eric, qui m'a approché dans l'autobus.
parce qu'il m'avait entendu parler de nos parties de Donjon Dragon avec Patrick et John. Puis il est venu me voir pour dire Hey, je t'ai entendu parler tantôt, puis tu joues à Donjon? Oui, bon, hey, on est une gang de chums, ça vous tenterait-tu de vous joindre à nous autres? Puis c'est comme ça que la gang a un peu grossi. Donc, on s'est joint à un autre gang. Ça m'a fait découvrir un volet peut-être un peu plus roleplay, mais non seulement roleplay en dehors des donjons, mais même dans le donjon. Donc là, on approfondissait davantage vraiment, je dirais, l'expression du personnage, même dans les combats. À quand même décrire un peu plus, par exemple, les actions, plutôt que de dire, eh ben, je lance tel sort, voilà, je roule mon dé, puis ça donne tel dégât. Ok. Donc, ça a permis d'approfondir un peu plus le volet roleplay. Puis, dans le fond, ce noyau-là, c'est un noyau qu'on s'était formé à tous les vendredis, bien religieusement, sauf de très rares exceptions, on jouait. Donc, c'était le vendredi soir, c'était la soirée jeu de rôle. On prenait des pauses l'été parce qu'on avait tous des travaux étudiants. Mais sinon, ça n'a été déraillé qu'à l'arrivée des blondes. Ce que j'allais dire jusqu'à ce qu'il y ait une blonde dans l'histoire. C'est ça. Mais puis étonnamment, il n'y en a aucune d'entre elles qui ont jamais voulu vraiment essayer. Ah, sauf une. J'ai réfléchi, il y en a une qui avait voulu essayer. Mais bref, ça a quand même duré vraiment longtemps. Là. On a commencé vers quoi, 94, 93. Et puis on a arrêté le vendredi presque religieux. On devait être rendu en 2007. Ok. Ok, quand même. D'accord. Quand même. Donc ça a c'est vraiment un groupe qui a perduré pendant très très longtemps, quoi. Oui, tout à fait. Puis on se voit encore fréquemment. Beaucoup moins fréquemment qu'avant. Puis on joue plus tant à Donjon quand on se voit. Là. Ok. On jase un peu plus. Mais bon, le temps, évidemment. Avant, c'était les blondes, mais là, c'est les familles. Donc, les métiers aussi nous ont dispersés. Il y en a un moment donné qui est parti à Rimouski, l'autre est parti à Havre-Saint-Pierre. Donc, évidemment, que Oui, c'est c'était pas du tout à côté de Québec pour ceux qui n'ont pas la géographie non, en tête. C'est loin. effectivement. Ok. Revenons un petit peu en arrière. Tu es encore enfant, tu arrives à l'imaginaire ou au donjon, et tu as quoi devant toi comme livre de jeu de rôle? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qu'il y avait dans Je me l'étagère? souviens. Ben, j'ai souvenir que, bon, on se resitue, c'était à l'époque du Donjon Dragon deuxième édition avancée. Je me souviens qu'il y avait des livres de ça. Y avait-il d'autres jeux? Très sincèrement, je ne saurais pas trop le dire. J'ai souvenir qu'il y avait comme une rangée, ça de large, là, de section jeux de rôle, puis c'était tout. Donc, il ne devait pas avoir un paquet de choses. Je me souviens qu'il y avait aussi du Cyberpunk, parce que c'était un autre jeu qu'on a joué. Donc, c'est sûr que je regardais plus les jeux que je connaissais. Ouais, ouais. Mon idée était de pouvoir contribuer, dans le fond, d'aller chercher des livres de règles, des sourcebooks qui pouvaient comme, enrichir le contenu de nos parties. Donc, j'ai pas souvenir d'avoir vu un paquet d'autres choses. Quand il s'est mis à rentrer plus de stock à l'imaginaire, puis on s'entend, c'est pas juste à cause de moi et de mes amis, mais j'aime quand même penser que j'ai contribué au développement de la section jeux de rôle de l'imaginaire. Ça me fait une petite fleur. Donc, mais là, il a commencé à avoir plus de choses. Entre autres, un peu plus sur le tard, le rendu au cégep, on s'est mis à jouer à L5R, donc Legend of the Five Rings. On s'est mis à essayer un peu plus d'autres systèmes. Donc, on Ouais, a alors, sorti de juste, donjons je te pour coupe essayer une d'autres seconde choses. pour faire traduction. Alors, le cégep, techniquement, c'est le lycée pour ceux qui sont en France. Et donc, la légende des 5 anneaux. Voilà. Exact. Donc, on s'est mis à explorer un peu plus d'autres systèmes, quand même pas une tonne, mais quand même, on a fait du Warhammer Fantasy Roleplay. Donc, on a fait là, quelques trucs comme ça. On a essayé différents systèmes dans Donjon. Donc, je parle plus des settings, là, en fait. Là. Donc, Forgotten, Dragonlance, Ravenloft, beaucoup. Donc, on s'est promené comme ça. Le Greyhawk. J'ai été maître là, de jeu là, rendu en troisième édition. J'ai été maître pendant une très longue campagne dans Greyhawk. Ok. Donc, justement, si tu me permets, embarquons-nous là-dessus. À quel moment tu te dis, tiens, je vais repasser de l'autre côté de l'écran alors que tu as toujours la même bande d'amis? Je dirais peut-être quelque chose comme un an après avoir commencé avec celui qui m'approchait dans l'autobus. Ok. Parce que je trouvais ça, en fait, super intriguant. Mon expérience de maître était pas de système avec un D6, on fait n'importe quoi, puis on déconne. Puis je trouvais ça intriguant de voir, OK, comment
peut-on, dans le fond, créer ce plaisir-là pour les autres? Ce qu'il faut savoir, c'est, bon, évidemment, il y a presque autant de styles de joueurs qu'il y a de jeux, c'est-à-dire qu'il y a de joueurs. Notre style était un peu plus centré sur le maître de jeu. La mode de nos jours, c'est beaucoup d'avoir une approche que c'est une histoire co-construite, que c'est vraiment le groupe, le maître et les joueurs qui créent l'histoire. Puis évidemment, dans le contrôle que le maître de jeu peut apporter, que les joueurs peuvent autant contribuer à la création. Nous, on avait plus une vision où on était 100% en confiance avec le DM, puis c'est lui qui gérait un peu. Est-ce qu'il y a un chandelier à partir duquel je peux, je peux jouer Ouais. à Tarzan pour me balancer d'un bord à l'autre de la pièce? Ben, il y a des styles de jeu de nos jours que le joueur va dire, ben voilà, je m'accroche au chandelier, je traverse, puis eh ben voilà, le joueur vient de créer qu'il y avait un chandelier. Nous, on avait plus un style que ça arrivait souvent que le DM nous disait non. Puis ça, c'est un essai de tabou aujourd'hui, on dirait. Là, Ouais. Et pourtant, moi, j'ai été élevé avec cette façon de jouer-là où on disait, ben, y a-tu un chandelier? Puis là, le DM disait non, il n'y en a pas. OK. Mais ça avait quand même. Il y en a qui pourraient dire, ben là, c'est trop restrictif, c'est pas le fun, ça enlève le libre arbitre des joueurs, dont on entend beaucoup parler. Moi, je trouve pas. Ça nous forçait à être imaginatif autrement, puis à jouer, dans le fond, dans le terrain de jeu que le maître de jeu nous accordait. Donc, on était beaucoup plus basé sur la description du maître et sa bonne volonté. Ouais, je comprends. Et justement, tu me parles de terrain de jeu, et cetera, et tu vas voir où je veux en venir. Mais l'utilisation de battle map à l'époque, est-ce que c'était courant? Quelque chose de on Les vous en disait battle maps, jamais? pour nous, ça a toujours été Warhammer. Donc, moi, j'ai très, très longtemps joué en théâtre de l'esprit, donc Theater of the Mind. Quelquefois, quand c'était vraiment là, un combat avec une quantité effarante de monstres, en fait, on sortait du papier quadrillé. Puis on écrivait la première lettre du prénom de notre personnage pour indiquer où on était, puis on effaçait quand on se déplaçait. Là. C'était tout. C'était pas un battle map avec un crayon feutre effaçable ou quoi que ce soit. Là. Puis c'était relativement rare qu'on utilisait ça. Donc c'était vraiment. Puis il y en a beaucoup qui disent, ah ouais, mais là, comment tu fais pour savoir si tu peux être soit en attaque d'opportunité ou quoi que ce soit? Ben, je l'ai expliqué tantôt, c'est le DM. Donc on demandait de dire, ben. Il disait, bon, le monstre s'en va tel là. Ben, j'ai tué une attaque d'opportunité? Oui ou non. C'est lui qui le décidait, puis on allait, puis on s'ostinait pas. C'était comme, bon, d'accord, Ah c'est ouais? ça. Ah, c'est marrant ça. Ça, Donc, c'est c'était marrant parce vraiment. que justement, moi, quand j'ai joué à des jeux avec battle map et moi, je viens d'une école totalement sans battle map et honnêtement, je j'ai pas besoin de battle map pour des combats et à chaque fois que j'ai voulu jouer à des jeux qui utilisaient des battle maps, devaient être précis et cetera, sans battle map, j'ai toujours eu des joueurs qui m'ont dit: «Oui, non, mais en fait, moi, je m'étais caché, mais en fait, non, j'étais plutôt, sur la gauche au lieu de devant», puis ce genre de trucs et à chaque fois c'est pour Ouais. ça maintenant je mets Ben, battle map juge de paix puis, on voilà. était, je dirais, très, très respectueux du rôle du maître, on va dire ça comme ça. Puis c'était comme. C'était naturel pour nous, c'est comme ça qu'on jouait, puis c'est le maître qui décidait, puis c'était ça. Bon, oui, évidemment que des fois, on s'ostinait, puis on disait, ah ouais, mais là, il me semble là, que je dois être assez proche, puis bon, ça arrivait, là, mais il reste que c'est lui qui avait le dernier mot. Donc, l'utilisation de cartes, c'était très rare. Parfois, comme je disais, du simple papier quadrillé. Des vraies cartes avec des figurines. Là, écoute, j'essaie de me souvenir, même si dans toute la carrière de troisième édition, je pense pas qu'on en utilisait non plus. La campagne, enfin, la campagne que j'ai été maître là, en 3 et 3.5 par la suite, on n'a jamais utilisé de cartes et de figurines. C'était complètement dans notre tête. OK, intéressant ça, intéressant. C'est pas si courant que ça, surtout à partir de la 3.5 je dirais. Un 3.5 c'est vrai qu'on voit c'est un peu l'explosion des battle maps, et cetera, Ben, qui c'est étaient sûr que fournis notamment dans Dungeon et Dragon Magazine, puis oui, effectivement. Puis, tu sais, puis je comprends, puis je respecte les deux approches. Euh, c'est vrai que particulièrement les dernières éditions ont mis, surtout à partir de la quatrième. La quatrième, à mon avis, ça ne se joue pas sans battle map parce que, bon, tu connais mon opinion de la quatrième édition. Mais ça s'ostinera pas.
Ouais, mais enfin, bref. Mais Je fais je suis partie. d'accord que c'est un jeu à battle map. Là-dessus, je suis Ben, d'accord. c'est ça. C'est un jeu de battle map. C'est presque plus un jeu de rôle tellement que c'est concentré sur on bouge une figurine. Donc, mais oui, les dernières éditions mettent beaucoup plus l'accent là-dessus. Puis si on veut vraiment profiter, on parlait de min-maxeur tantôt. Donc, si on veut vraiment maximiser tout ce qui est tactique dans le jeu, c'est vrai que sans battle map, c'est plus difficile. Par exemple, la différence entre tel personnage qui a un mouvement de 30 pieds versus tel personnage qui a un mouvement de 25 en Theater of the Mind, la différence ne se fait pas sentir tant que ça. Tandis qu'avec une battle map, ça paraît. Ouais. Donc, Puis le terrain difficile, et puis même ben, la ligne de exactement. vue, tout ça. Oui. Ouais. Jouer sur le Donc, ça, cover c'était aussi. vraiment, c'était vraiment, par exemple, le cover, donc la ligne de vue, c'était vraiment selon le maître décrit la scène, puis par exemple, dans un cimetière, parce que c'est souvent arrivé dans Ravenloft, donc il y a des grosses pierres tombales, etc. Ben, tu retiens qu'il y a des pierres tombales. Moi, particulièrement, je joue un archer, donc évidemment que j'allais tout le temps me planquer en arrière d'une pierre tombale. Mais là, on le disait. Puis si tu ne l'avais pas dit, eh ben, tout bad, mais t'es pas là. Donc, il n'y avait Ouais. pas d'histoire. Ah ouais, mais moi, je m'étais caché. Tu l'as pas dit, t'es pas caché. C'était simple de même. Ok, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais rapidement, tu as énoncé la VF et la VO. Donc, à Oui, l'époque, Donjons et Dragons deuxième édition, c'était traduit et disponible aussi au Québec. oui. Et pourquoi le choix de la VO exactement? Comme tu avais commencé avec les livres en français, c'était. C'était, comme j'ai commencé à le dire tantôt, en fait, une question de prix. On se situe, j'étais adolescent, on n'avait pas un sou. On n'a pas les mêmes moyens quand on a 15-16 ans que quand on est rendu à 45, on va se le dire. Donc, J'espère. et même avant. Mais bref, les versions françaises coûtaient atrocement plus cher. C'était pas nécessairement 2 fois plus cher, mais c'était quand même assez significatif. Ouais. Là où, par exemple, puis là, je me souviens plus des prix exacts, mais par exemple, si un livre à l'époque coûtait 20 ben, la version française pouvait en coûter 35. Là. Donc, Le dollar canadien de l'époque, quoi. oui, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ce qui serait. Puis encore aujourd'hui, on le voit, les versions françaises, bien entendu, puis je le comprends. Ils doivent quand même payer l'équipe de traduction, ça a un prix. C'est souvent des plus petits tirages. Donc, c'est- je comprends la mécanique derrière du monde de l'édition, là, mais il reste que c'était vraiment trop cher pour un jeune de 15-16 ans qui essaie de s'acheter des livres. Ouais, mais c'est aussi, il faut voir, pour ceux qui nous écoutent, que les livres de Donjons& et Dragons en français sont faits pour la France, et donc le stock arrive d'abord en France et ensuite, nous, on a une partie qui arrive au Québec. Donc quand vous avez des sorties en France, nous, on a les sorties pour Donjons& et Dragons exclusivement. On a les sorties quelques semaines/mois plus tard, sauf exception. Il y a quand même des exceptions. Des fois, on en a quasiment en même temps que vous, mais c'est rare, et à l'époque, je suppose que c'était à peu près la même chose. Et donc, il y a tout le transport qui vient se rajouter. Puis les versions françaises sont toujours beaucoup plus chères, voire encore aujourd'hui pas achetables sur certains jeux. Ouais. Voilà. Puis souvent, ils sortaient plus tard. Donc, le livre en version originale anglaise était déjà disponible en boutique. Le livre en français ne l'était pas encore. Ben, si on le voulait tout de suite, ben, on l'achetait en anglais. Et puis, avec le temps, ben, comme je devenais de plus en plus bilingue, j'avais mon deuxième maître de jeu, celui qui m'a croisé dans l'autobus. Donc, lui, il était déjà pas loin d'être parfaitement bilingue. Donc, lui, tout son matériel est en anglais. Puis, on s'est mis à avoir, en fait, du matériel bilingue parce que un achetait des livres en français parce qu'il était moins à l'aise en anglais. L'autre achetait des livres en anglais parce que c'était moins cher. Puis, ça a fait en sorte, en fait, tout dernièrement, justement, avec deux de ces joueurs-là de l'époque, on a ressuscité des morts, des personnages qu'on avait d'une partie à l'époque dans Ravenloft, qui étaient des personnages en deuxième édition, puis on les a convertis en 3.5, mais c'était drôle de retrouver ma feuille de personnage de l'époque et de voir que la feuille de personnage était en français. Donc, par exemple, c'était pas écrit AC, c'était écrit CA. Mais sur la feuille, j'avais des choses écrites en français, en anglais. C'était vraiment un mix de plein de choses, de différents sourcebooks, bien entendu. Puis on le voyait aussi, par exemple, quand puis le complete des elfes
vivra longtemps dans l'infamie, puisqu'il était considéré comme beaucoup trop torcheux, là, pardon, beaucoup trop fort. Euh, mais il y a plein de choses comme ça que j'étais capable encore de me rappeler en lisant sur la feuille, de dire ah oui, ça venait de tel livre, puis ah oui, ça c'est quand on a acheté tel supplément. Donc, c'était vraiment le fun de retourner un peu dans nos vieux souvenirs comme ça. C'est ce qui donne encore aujourd'hui nos parties pleines d'anglicismes et de. Ah ben On oui, parle anglais viande à chien à peu près. Ça, voilà. effectivement. On fait les parties en Puis, français, mais tous les termes sont en anglais. Puis puis c'est un peu le encore, je bordel. dirais, à l'époque, c'était surtout, en tout cas pour ma part, c'était beaucoup une question monétaire, donc de pouvoir acheter des livres qui coûtaient franchement moins cher. Aujourd'hui, je continue, même si j'ai les moyens de les acheter en version française, je continue à les acheter en version originale anglaise. Euh, Peut-être par habitude, parce que je les avais en anglais à l'époque, fait que tu sais, c'est un peu le même vocabulaire qui revient. Ça me paraît étrange, mais dans ma tête, un longsword, c'est typique et une épée longue, ça sonne étrange. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est ça. Laisse-moi raconter une petite chose à nos spectateurs. Mais Sylvain est joueur dans ma partie du lundi Out of the Abyss en 5e. Et pour cette partie-là, j'avais décidé d'utiliser les termes en français, les termes français, les sorts en français, on se souvient tous d'un truc, et que l'anglais, les termes anglais, étaient le langage de l'Underdark, donc c'est quoi le nom français? De l'Outre-Terre. De l'Outre-Terre. Donc tous les termes anglais, comme par exemple Neverwinter, c'est le nom de la ville dans l'Outre-Terre, mais pas d'hiver, c'est le nom que les personnages connaissent. Bref, on avait fait ce schmilblick-là, et ça a été source de pas mal de trucs drôles, notamment sur Eldritch Blast, en anglais, qui devient décharge occulte. Sylvain a beaucoup de mal avec son sorcier et sa décharge occulte. Effectivement. Voilà. Pareil sur la prononciation de pas d'hiver. Il y a un petit goût Ah, de. ah, non, non, Ça. non, non. J'ai les oreilles qui saignent. Mais je sais pas, c'est une question d'habitude. Et puis, aujourd'hui, donc, c'est pas tant une question de moyens, c'est plus une question d'habitude, mais aussi une question que maintenant qu'on a Internet, la plupart du matériel qu'on va voir dans des vidéos sur YouTube, des articles qu'on lit sur Internet, sur des sites spécialisés, ben, il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français, on va se le dire. Donc, je trouve que c'est plus facile de se retrouver dans les termes, dans les noms de sorts, si tu vois une vidéo qui explique, entre autres, c'est là que mon petit côté min-maxer va ressortir, mais certaines vidéos d'optimisation, de combos, de tel sort avec telle classe, des choses comme ça, ben, il y en a beaucoup plus en anglais, donc c'est beaucoup plus facile, tout simplement. Ouais. Mais je te rejoins là-dessus, et moi le premier, quand je peux avoir la VO et pas la VF, je vais prendre la VO, sauf quelques rares exceptions, mais sinon je vais prendre toujours la VO quand je peux, parce que c'est pas tellement pour une question de snobisme ou je sais pas quoi, c'est juste plus simple pour trouver de la ressource, des vidéos qui parlent du jeu, des choses comme ça. J'ai tendance à faire la même chose, mais ça c'est grâce / à cause du Québec. Puisque avant d'arriver au Québec, je me posais pas la question. Les jeux, en France, je les achetais en français, sauf très rares exceptions où j'ai dû lire des jeux en anglais. Mais sinon, je me posais pas la question et j'aurais jamais essayé de faire une partie avec un jeu qui était écrit en anglais, quoi. C'était aussi simple que ça et j'allais directement en français, quoi. Mais parce que on s'en rend pas compte, en France, on a vraiment accès facilement à la francophonie. Là où au Québec, ça c'est mon avis de français, c'est beaucoup plus dur d'avoir accès à la francophonie, que ce soit les jeux de rôle, les romans, et cetera. On a quand même toute une partie que vous avez en France, en Europe, je vais dire, qu'on n'a pas du tout au Québec, quoi. Oui, Et ben, ça reste qu'on est isolé dans une mer d'anglophones. ouais, c'est ça. Le jour où on aura Pas- construit le pont France-Québec, ce sera pas mal. Ouh. On deviendra département français. On a de la misère à faire un pont entre les deux rives de Québec. Je serais surpris de voir un pont France-Québec. On fera le 4e lien France-Québec. Mais oui, c'est un peu particulier, c'est un des points qui m'a surpris en arrivant. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je ne sais plus, mais ce n'est pas grave, puisque il y a une anecdote que tu m'as racontée, que j'aimerais bien que tu racontes, mais je vais essayer de t'y emmener plus naturellement. Tu disais que tu as fait beaucoup de parties dans Ravenloft. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers plus que dans Les Royaumes oubliés, par exemple?
Ben, en fait, ce qui m'a attiré là, pas bien entendu, je pourrais dire que c'est le brouillard. Mais pour ceux qui connaissent le setting, mais Les moi, brumes, je pas le connaissais pas du brouillard. tout. Ravenloft, en tant que tel, ne me disait rien. On avait une partie qui se déroulait dans les Royaumes oubliés, donc dans Forgotten Realms. Et puis, notre maître nous a fait un coup bas, un moment donné, de dire, ben, on avançait, puis là, bas, ça s'assombrit, le brouillard se lève, etc. Et c'était vraiment, tu sais, la première introduction, quand tu connais pas le setting, tu n'es même pas au courant du concept. Ben voilà, il y a du brouillard, c'est tout. Ben, on avance, c'est sûr que on continue sur le chemin. Et puis c'est comme ça qu'on est tombé un peu là, dans Ravenloft. Mais donc, Eric, toujours le maître là, de l'autobus, lui connaissait Ravenloft, si je ne me trompe pas, parce qu'il avait été introduit dans ce setting-là par une autre personne avec qui il avait joué. Puis on aimait, on a appris à apprécier, dans le fond, d'avoir du fil à retordre. Donc, d'être dans des situations très difficiles. On se replace également deuxième édition, donc mortel. Donc, de souvent être en situation où on le savait que c'est pas nous autres qui va gagner, là. Puis, tu fais face à un ennemi, parfois, et souvent même, la bonne décision, c'est non, La on ne fuite. l'attaque pas. On Ouais. prend la fuite, on le Ouais. contourne, on essaie de se cacher, on fait tout, mais on s'en va pas l'attaquer. Pour ceux qui ont vraiment aucune idée du genre de difficulté qu'il pouvait y avoir, par exemple, tout ce qui est fantomatique, spectral, c'était très très dangereux à l'époque dans la deuxième édition. Ça l'est encore dans certains jeux aujourd'hui, mais à l'époque notamment, ils pouvaient vous faire perdre des niveaux. Mhm. Donc, vous aviez votre niveau, hop, qui était pris par la créature et c'était perdu, perdu. Il n'y avait pas de un repos et tu retrouves ton niveau, il était perdu. Voilà. Non, du tout. Donc Et quand tu as un il faut se spectre qui se rappeler. lève d'une tombe, tu réfléchis à deux fois, quoi. Oui, puis c'était plus similaire un peu à la troisième édition aussi pour regagner les points de vie là, pendant le repos. C'était pas comme la cinquième où tu reviens tout frais le lendemain. Donc, je pense qu'on aimait bien se donner de la misère, comme on dit au Québec. Donc, je sais pas, c'est un petit côté maso peut-être. Puis cette espèce d'ambiance, un peu du nom de la rose, un peu plus sombre, euh, un peu plus fermée, toujours avec cette ambiance sombre-là. Puis évidemment qu'on faisait exprès pour encore plus bonifier cette ambiance-là dans le vrai monde. Donc, entre autres choses, on jouait comme des vrais. On jouait à la chandelle. Donc, on se mettait vraiment plus dans l'ambiance Ravenloft. Donc, on fermait toutes les lumières. On avait des chandeliers sur la table. À l'époque, on avait des bons yeux. On a, dans la partie justement qu'on a ressuscité, là, on a repris ça pour le plaisir, mais on se permet souvent d'allumer les lumières pour être capable de lire qu'est-ce qu'on lit. Donc, ouais, on vieillit. Donc, mais c'est ça. Donc, on mettait une ambiance musicale. Donc, on se mettait là, des trames sonores pour essayer de se mettre le plus possible dans une ambiance un peu épeurante où on avait peur à notre vie, presque littéralement. Et parle-moi donc de cette ambiance sonore. Tu sais très bien où je vais t'emmener. Ah ben, tout à fait, c'est pour ça que je l'ai amené moi-même. Vas-y. En fait, il fut une époque, encore une fois, où les Sirenscape de ce monde n'existaient pas. On n'avait pas un iPad sur la table, on n'avait pas, ça n'existait pas. Les smartphones n'étaient pas encore sortis, donc les ambiances sonores, ben, c'était une cassette de musique. C'était même pas les CD. Donc, c'était une cassette qu'on avait dans un tape à cassette, comme on appelait ça. Donc, Un je sais même pas. radiocassette. Un radio-cassette, je ne Un sais même pas comment le baladeur. dire en français. Un baladeur. Donc, on avait un petit radio de très mauvaise qualité. Puis celle qu'on mettait le plus souvent, en fait, c'était la trame sonore du film Dracula. Donc, Bram Stoker's Dracula, qui était sorti à peu près dans ces années-là. Et puis, bon, bien, en plus, le radio n'était pas auto-reverse, c'est-à-dire qu'il fallait, quand il atteignait la fin d'un côté de la cassette, ben, il fallait l'éjecter, la transférer, la virer de bord, puis la remettre dans le radio. Et puis, pour ceux qui connaissent la trame sonore de Dracula, toute la trame sonore est d'une ambiance extraordinaire pour jouer à des jeux de rôle. C'est une ambiance justement très irréelle, sombre, méchante. Ça fit, évidemment, ben, c'est Dracula. En fait, ça fit avec le thème. Sauf la dernière chanson, qui est une chanson
qui n'est pas mauvaise, soit dit en passant, mais qui est interprétée par Annie Lennox, mais qui chante très aigu et qui détonne, mais complètement du reste de la trame sonore. Et puis quand, dans le fond, on jouait, puis on était dedans, là, puis à la chandelle avec la trame sonore, puis là, à un moment donné, la toune d'Annie Lennox qui partait, puis à chaque fois, on faisait le sursaut. Puis à chaque fois, le joueur qui était le plus proche avait la mission de se garrocher sur le tape pour essayer de peser sur stop puis l'arrêter parce que ça nous sortait mais complètement de notre immersion. Je crois que je me laisserai jamais de cette histoire. J'imagine en bousculant le chandelier et la cire qui tombe. Hey, on a eu notre lot de problèmes de cire répandus. Ok. Et tout ça évolue. On arrive dans les années 2000, tu disais tout à l'heure 2007, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui change pour trouver des joueurs? À quel moment est-ce que le groupe commence un peu à se disperser? Ben, c'était effectivement, bon, là, avec les métiers, les familles, comme je disais, il y en a qui sont partis aux quatre coins du Québec. Donc, on n'était plus capable de jouer sur une base régulière. Bon, rendu là, bien entendu, on avait Internet, mais ça ne faisait pas partie de notre habitude de jouer à distance. Puis, bon, on va se dire aussi, la qualité des connexions n'était quand même pas aussi bonne qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'était peut-être un peu plus ardu, mais ça se faisait. Là, mais, donc, on a simplement comme arrêté de jouer sur une base régulière, puis on se voyait quelques fois par année. Puis on faisait plus, par exemple, des one-shots ou des choses comme ça. Donc, puis pendant donc un certain bout de temps, puis moi, en fait, ben, moi-même, je me suis, bon, franchement pas loin. Là. Avant, on était tous à Québec, dans le fond, la ville de Québec ou les environs. Puis là, maintenant, moi, je suis rendu à Victoriaville. Et puis, c'est en 2008 que moi, je suis arrivé à Victoriaville. Donc, pendant un bon bout de temps, on n'a plus vraiment joué, tout simplement. Donc, j'ai été en panne sèche de jeux de rôle que je compensais par les jeux vidéo, par les lectures de fantasy, les choses comme ça, et par quelques one-shots à gauche et à droite, parfois avec mes amis. Et puis, ça a été en fait en 2019 que j'ai commencé avec un nouveau groupe qui était le groupe de Tommy, que tu connais, qui joue avec nous les lundis soirs. Donc, et là, c'était par Facebook. Donc, je ne me souviens plus exactement, mais par pur hasard, j'ai vu un post passer. Il y avait une organisation à Victoriaville d'une journée de jeux société. Et puis, il y avait Tommy qui avait mis un commentaire sur la page Facebook là, de la chose, puis qui disait ben, est-ce qu'on pourrait avoir une table pour jouer à Donjons et Dragons? Et puis, malheureusement, il y a une espèce, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une espèce de guerre entre le monde des jeux de société et des jeux de rôle que je n'ai jamais compris. Mais les tenants des jeux de société affirment, pour la plupart d'entre eux, que les jeux de rôle ne sont pas un jeu de société, ce que je ne comprendrai jamais. Mais bref, la réponse a été non, c'est un événement jeu de société, pas jeu de rôle. Mais moi, j'ai commenté en dessous du commentaire de Tommy pour dire hey, si jamais en dehors de cet événement-là, tu cherches un joueur ou un maître, je suis disponible, je suis dans le coin. Puis c'est comme ça, dans le fond, que là, lui m'a intégré à sa bande d'amis. Donc là, ça m'a amené. Puis c'était la première fois vraiment où je jouais avec un autre groupe que ma gang d'amis d'enfance. Donc, Ok. ça a été la première fois où là, j'ai connu la méthode, appelons ça peut-être un peu plus moderne, avec les battle maps, avec les figurines. Non, c'est cool. Davantage aussi, plus le volet plus moderne de la participation des joueurs dont je parlais tantôt. Je ne peux pas dire que ça m'a dépaysé, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir quand même que c'était somme toute assez similaire. Parce que je me demandais peut-être qui joue, mais franchement pas de la même façon que moi je suis habitué de jouer. Mais finalement, ça se ressemblait pas mal. Mis à part les figurines, etc., je me suis habitué rapidement. Puis j'y ai pris plaisir aussi. Là. Il y a un volet le fun, comme je le disais tantôt, du volet tactique. Puis là, ben, le petit volet min-maxeur en moi est ressorti là, pour mon premier personnage que j'ai fait avec eux. Mais c'est ça, donc ça a été la première fois que j'ai joué. Et pas longtemps après, dans le fond, l'introduction là, à toi, puis à Lex Cultum. Ok, d'accord. Oui, parce que nous avons joué à Alex Occultum, nous devons faire partie des 3-4 personnes à avoir joué à Alex Occultum. Mais oui, nous avons fait une bonne partie de la campagne Roi de Roi. Ok, donc ça fait quand même une sacrée pause. Et pendant toutes ces années-là, tu parlais de one shot, est-ce que c'est toujours du Donjon et Dragon ou est-ce que
Tu avais fait des one-shots? Non, on est retourné flirter, mais surtout avec les jeux qu'on avait déjà connus. Donc, par exemple, Cyberpunk 2020, Legend of the Five Rings, Donjon Dragon, surtout, oui, clairement. Puis, on en profitait aussi, puisque ben, c'était moins fréquent. Ben, là, on jouait plus à des jeux de société. On a joué à Munchkin. Donc, des trucs qui nous rappelaient un peu. Puis, dans les jeux de société, on préférait quand même le style de jeu qui nous rappelait notre époque jeu de rôle. Donc, on ne joue pas au Monopoly, là. Euh, donc, OK. disons que c'était un peu. C'était comme être au pain sec et à l'eau, là, mais, mais c'était mieux que rien. C'est dur pour les jeux de société, mais je te comprends. J'ai vraiment du mal avec les jeux de société, personnellement, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire, mais quand j'y joue, bah, je me dis: «Je préfère le jeu de rôle». Il y a rien qui, pour moi, qui me fait vraiment tenir, pendant, des semaines, des heures et des heures un jeu de société. Je trouve ça toujours super lourd à apprendre, je trouve que ça prend toujours beaucoup trop de place. On n'a jamais fini en deçà de 6h30 là, donc Ben, c'est quand même un beau monde qui est très complexe et profond également, parce que des jeux, il y en pleut de nos jours, là. Puis, bon, évidemment, comme les jeux de rôle d'ailleurs, ils ne sont pas tous faits de la même qualité. oui, c'est Mais sûr. bon, il y a de quoi y prendre plaisir, mais c'est pas pareil, effectivement. Il reste Ouais. que je considère que c'est une forme de jeu de société que de jouer à des jeux de rôle, Ah oui, je suis tout à fait puisqu'on d'accord. est tous ensemble autour d'une table de la même façon. Mais bon, c'est quand même pas le même style de jeu. En fait, je Mmh. crois que ce qui nous manque beaucoup, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mettons, là. Quand je joue à un jeu de société, c'est la liberté du jeu de rôle qui me manque. Ouais, je pense aussi, ouais. Et Hem, surtout, je pense, le volet incarnation d'un personnage. c'est ce que Puis, j'allais ouais, un des volets, pour avoir joué si longtemps, et surtout d'avoir eu la chance de jouer dans certaines campagnes où le même personnage évoluait pendant vraiment longtemps, euh, je pense que le jeu de rôle, c'est non seulement le plus beau loisir du monde, mais c'est aussi la meilleure psychanalyse qu'on peut se faire. mmh, Pas besoin de payer un psychanalyste le jouer à des jeux de rôle. C'est beaucoup moins cher et c'est plus efficace. Donc, on apprend énormément sur soi-même, en fait, en jouant à des jeux de rôle. mmh et Ça a été une de mes découvertes, ça, dans le monde des jeux de rôle. et je suis tellement d'accord avec toi. C'est sur toute la ligne. Hem, une dernière chose, j'aimerais parler un peu de l'évolution entre, les jeux, en partant de la deuxième jusqu'à maintenant la 5e. Tu as bien vu, qu'il y avait une grosse différence de game design, d'attente, voilà, ça se gérait pas de la même façon. Comment tu l'as accueilli ça? Ce changement entre 3.5 la dernière fois que tu avais joué et 5E, bien avancé déjà en 2019. Ben, en fait, on avait acheté la quatrième aussi, parce que, bon, finalement, un amateur du jeu, donc on joue en deuxième. La troisième était sortie, ça a été une révolution quand même assez marquée. Ne serait-ce que de sortir des paradigmes, de dire qu'un elfe guerrier, par exemple, je me souviens plus, je dis n'importe quoi, mais ne peut pas dépasser le 14e niveau. Pourquoi? On ne sait pas. Gary Gygax ne le voulait pas. Donc, donc la troisième a déplafonné ça. N'importe quelle race ou peu importe le terme qu'on utilise, là, pouvait jouer un paladin. Avant, c'était juste certaines races. Je pense que c'était juste les elfes et les humains. Je me Ouais, souviens bien, ouais. mais donc, il y avait des trucs comme ça. La quatrième, bon, on n'a pas trop aimé parce qu'il y avait franchement trop volet figurines. Puis de toute façon, c'est arrivé dans le bout pause qu'on jouait plus super religieusement. Et quand la cinquième est arrivée, en fait, ben, le volet que j'ai trouvé intéressant de la cinquième, c'est sa relative simplicité, contrairement aux autres. Donc, ça s'apprenait facilement, plus que d'apprendre, par exemple, à jouer à la deuxième. Les règles sont faciles à apprendre, relativement faciles à maîtriser, même si on s'entend que ben, c'est plus complexe que, par exemple, Shadow Dark, qui est sorti récemment, ou plusieurs clones de cinquième là, qui, eux, ont vraiment été simplifiés. Mais il reste que c'est quelque chose qui se prend rapidement au vol, qui s'apprend, qui s'adapte, fait, tu sais, je l'ai quand même bien accueilli, mais il reste que ben, pour avoir tout récemment testé avec toi Pathfinder deuxième remaster, j'ai retrouvé là, dans le fond, ben, quelque chose qui ressemblait un peu plus à la 3.5, de beaucoup plus d'éléments détaillés qu'on Ouais. peut vraiment peaufiner sur un personnage, ce que la cinquième a moins.
Faire un personnage en cinquième, là, en dedans de 10 minutes, je peux en faire un. À 3.5, ça peut se faire, mais il faut que tu connaisses les règles franchement plus. Donc, je pense qu'ils ont. Puis quelque part, ben, un système de jeu ne peut pas avoir tout et son contraire. Là. Donc, Non, ben, c'est c'est un clair. choix à faire. Là. C'est les designers qui se sont dit ben, on va aller chercher davantage de public, probablement en ayant un système peut-être un peu moins complexe. Puis il faut croire que ça fonctionne parce que ça reste que c'est le jeu de rôle le plus populaire du monde. Là. Donc, puis j'ai écouté votre vidéo toute récente sur ta chaîne, donc Ouais, sur le pourquoi les gens aiment-ils la cinquième. Moi, je te renverserai la question pourquoi il y a des gens qui ne l'aiment pas. ouais. Je veux pas Donc, m'engager là-dedans. mais c'est ça, mais il reste que oui, ça reste quand même un bon système, je trouve, qui en vaut. Je compare par exemple avec l'Exocultum. Bon, personnellement, j'ai surtout joué à Donjon, ça va peut-être sonner bizarre pour les gens, mais moi j'aime beaucoup les systèmes skill-based que j'ai appris à connaître dans d'autres jeux comme Cyberpunk. Puis l'Exocultum en est un. Malheureusement, la portion combat de l'Exocultum, c'est du gros n'importe quoi. Mais le volet skill, j'aime bien. Ce qu'on retrouve moins avec la cinquième. L'utilisation des skills, là, comme ça subsiste, mais ça a été franchement dilué. Ouais. Puis déjà, je me suis aperçu dans notre petit test de Pathfinder qu'ils ont comme rehaussé un peu là, la saveur qu'on peut donner à l'utilisation des habilités. Donc, c'est un peu ce que j'ai pensé de la cinquième. Donc, c'était une édition facile à apprendre, qui était facile à se remettre dedans, mais qui donne effectivement pas autant de contrôle sur le détail des capacités et dans laquelle, ben là, c'est sûr qu'avec tous les suppléments qui ont sorti, ça a fini par être moins vrai, mais au départ, je trouvais que, tu sais, entre un guerrier et un autre guerrier, ben, ça se ressemblait beaucoup, là. Si on se remet au tout début, où il y avait relativement peu de subclasses, peu d'options, peu de feats, la cinquième a été désignée clairement pour essayer de ne pas vraiment utiliser les feats. D'ailleurs, les feats sont une règle optionnelle, Ouais. officiellement, dans la cinquième. Ce qui était franchement une perte de goût, je dirais, là, face à la troisième. Donc, il y a un peu tout ça, mais Il y en a quand moi, même, je connais quand même quelques personnes qui n'aiment pas ça, les feats, et qui ne les utilisent pas en cinquième. Euh, ils ont le droit. Oui, oui, Mais, c'est mais tu sûr. sais, l'idée étant que c'est tellement. C'est un monde, justement, coopératif. Ça, c'est un autre volet aussi, c'est que ce volet coopération-là, ben, je l'ai non seulement dans les jeux de rôle, mais je l'ai même dans les jeux vidéo. Mes amis me connaissent que moi, je joue à des jeux vidéo compétitifs, les shooters, etc., ça m'intéresse zéro une barre. On ne joue qu'exclusivement à des jeux coop. Je préfère franchement ça et opinion fort impopulaire. Moi, je trouve que la compétition dans le monde, ça ne fait pas ressortir ce qu'il y a de mieux chez l'être humain, au contraire. C'est la coopération qui fait ressortir ce qu'il y a de mieux. Puis je trouve que les jeux de rôle, peu importe lequel, peu importe le système de règles, peu importe les règles optionnelles ou pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec ou sans figurine, c'est le cœur du jeu de rôle, c'est la coopération, c'est la co-construction. Puis, comme je le disais tantôt, ça a créé, en fait, ça a été le ciment qui a lié parmi les amitiés que j'ai les plus chères. Puis, ces amis-là que j'ai depuis mon enfance, je veux dire, je me jetterais en avant d'un autobus pour les sauver sans même réfléchir. Donc, puis à travers le temps, évidemment que c'est l'amitié qui s'est bâtie puis qui s'est enrichie par elle-même. Mais les jeux de rôle ont toujours été quand même la base de tout ça, puis je ne l'oublierai jamais. Belle déclaration d'amour au jeu de rôle. Merci, Sylvain. Plaisir. Est-ce que tu avais un mot de la fin ou est-ce que tu veux qu'on finisse là-dessus? Avais-tu une question à laquelle tu aimerais répondre, un point que tu aimerais aborder? N'importe quoi? Je te relancerai pas sur le pourquoi tu n'aimes pas la cinquième, mais, Non, mais mais encore une fois, pour éclaircir mon point, je trouve que la cinquième, c'est un bon système. Ok, c'est un bon système par défaut, je suis d'accord. C'est juste que moi, avec mes goûts, mes attentes, je le trouve plat, sans saveur et sans intérêt. Mais c'est un système qui fonctionne bien plus que l'Exocultum. Là-dessus, oui. Parce que, voilà, l'Exocultum, son système est tiré de Chulveng, dans lequel le système fait du sens. Et honnêtement, j'aime bien le système de Chulveng, qu'il soit en combat ou quoi. Il y a 2-3 lourdeurs, mais je l'aime bien quand même. Mais c'était vraiment pas le bon système à mettre sur un jeu d'enquête comme l'Exocultum. C'était vraiment la mauvaise chose à faire. Et voilà. Mais le jeu avait aussi d'autres problèmes hors de son système. Il avait au niveau de la campagne, il y en avait quelques ratés. en fait, je conclurai peut-être en disant,
aujourd'hui, on a plein de beaux outils pour nous aider à jouer, que ce soit les créateurs de personnages, que ce soit le fait de pouvoir faire ça en ligne, avec du matériel dont on n'aurait même pas imaginé l'existence à l'époque. Toutes les aides, bon, les Sirenscape de ce monde pour les musiques, les ambiances sonores, les battle maps animés. Combien de gens se sont bâtis une table avec une télévision là, encastrée dans la table pour avoir les battle maps comme ça? Ceux avec qui je joue, en fait, là, dont Tommy, j'ai une game en présentiel là, à chaque 2 semaines, le mercredi à Victoriaville, puis le maître de jeu a fait ça. Donc, on a une panoplie d'outils qui nous facilitent la vie, qui rendent ça beaucoup plus, comment dire, Immersif. oui, voilà, immersif. Mais il reste que derrière tout ça, même si on n'a pas tous ces moyens-là, parce qu'on va se rappeler, ça coûte de l'argent. Donc, même si on a peu de moyens, même si on est un jeune de 14-15 ans qui n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il travaille presque pas ou qui vient d'une famille peu aisée ou quoi que ce soit, la base du jeu de rôle, c'est souvent un dé de 6 avec de l'imagination. C'est tout. Puis on peut avoir un plaisir fou. Pas Tout besoin à de plus fait. que ça. Tout à fait. C'est un point qu'il faut souvent rappeler, qu'il n'y a pas besoin d'acheter des milliards de matériel pour jouer. Je suis tout Exactement. à fait d'accord. Bien, et ben merci Sylvain d'avoir partagé tout ça avec nous. Et Ça fait puis, plaisir. écoutez, moi en attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous voulez discuter avec Sylvain ou avec moi ou avec d'autres personnes. Vous pouvez retrouver Sylvain et moi-même dans l'actuel play Secret of the Ancient, Traveler, qui continue de sortir. On a eu une petite pause là ces derniers temps pour cause d'enregistrement d'épisodes, mais ça arrive bientôt. Au moment où cette vidéo va sortir, le prochain arrivera le mercredi d'après, je pense. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo si jamais ce n'est pas fait. Et puis sinon, jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!